était derrière, qui avait une calache sur le côté, lève immédiatement son arme et tire en même temps une rafale en direction des gars. Mes deux camarades, celui qui était derrière la mitrailleuse et le conducteur, je pense qu'on y passait tous les trois. Pendant qu'on roule au bord de la route, d'un coup il y a une explosion, mais enfin, c'est-à-dire que c'était vraiment je sais pas, à 1 mètre de moi, et je le vois qui se gratte sous les pieds et qui s'enlève des croûtes. Et du coup, pendant tout le reste du repas, j'étais obnubilé, je regardais où est-ce qu'il mettait ses doigts pour pas me servir au même endroit dans les plats. Bonjour, je suis Nicolas S, alias Stan, du commando parachutiste de l'air numéro 10. Et aujourd'hui, je vous présente mon histoire sur Vétérans de France. Alors, je suis rentré dans l'armée un peu par hasard. Quand j'étais lycéen, j'avais envie de faire quelque chose qui bouge. Ça se passait très bien au niveau scolaire, mais voilà, j'avais besoin là. J'ai pas de tradition militaire familiale. Et lors d'un salon des métiers avec un camarade de l'époque, on avait découvert le recrutement d'officiers pilotes de chasse dans l'armée de l'air sur sélection avec le bac. Donc je trouvais ça sympa parce que dans ma tête avant, pour devenir pilote de chasse, il fallait faire 7 ans d'études, etc. Donc j'étais parti là-dessus et c'est ce vers quoi je me suis orienté après avoir eu le bac. Comme vous le savez, chez Vétérans de France, on parle souvent de reconversion, d'adaptation. Après une carrière militaire, nombreux sont ceux qui pensent à la reconversion et notamment à monter leur entreprise. Et ce n'est pas simple, surtout quand on doit gérer différents fronts en même temps, la gestion de la famille, la gestion de la partie légale, le budget, tous ces éléments complexes à prendre en compte. C'est justement là qu'intervient notre partenaire du jour, LegalPlace. LegalPlace est la plateforme leader en France avec 12% des créations d'entreprises en France. Elle permet de créer facilement son entreprise en ligne en mettant simplement quelques questions pour gérer votre auto-entreprise et ça vous évite en fait de vous perdre dans toute la paperasse administrative. Tout se fait en ligne rapidement avec l'aide d'experts à chaque étape. Que vous soyez un ancien militaire en reconversion ou conjoint de militaire qui veut lancer sa propre activité, malgré les aléas des déplacements, des mutations de votre conjoint, LegalPlace est vraiment un endroit qui vous aidera, où vous serez accompagné et qui vous simplifiera la vie et vous fera gagner énormément de temps. Quand j'ai quitté l'armée, j'ai créé moi-même mon entreprise. LegalPlace permet de déléguer beaucoup de tâches, de vous simplifier la vie et vraiment de gagner un temps précieux que vous pouvez accorder au plein développement de votre projet. LegalPlace permet de déléguer pour gagner du temps en plus du suivi et de l'accompagnement après la création de celle-ci. Vous pourrez retrouver le lien de LegalPlace dans la description de la vidéo et bénéficier d'une réduction de 15%. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est un vrai coup de pouce pour démarrer sereinement votre projet. Merci à LegalPlace de soutenir les initiatives de reconversion pour les militaires et les familles de militaires. Et maintenant, place à l'interview du jour. Et alors je m'étais inscrit à la fac en droit, parce que je sortais d'un bac S et j'avais plus envie de faire de maths et de physique, donc j'étais allé en droit parce qu'il n'y en avait plus. Enfin, il n'y avait plus ces matières. Et en même temps, je m'étais inscrit dans l'armée de l'air pour faire les sélections de ce qu'on appelait le élève officier du personnel navigant. Donc voilà, c'est les gens qui sont recrutés comme ça sur sélection pour être dans les avions. Et pendant que je faisais ça, je m'étais dit que les paras, c'était pas mal aussi. Et donc, comme le recrutement EOPN permettait d'être officier tout de suite, je m'étais dit, bah, je vais d'abord tenter ça. Et si jamais ça ne marche pas, j'irai dans les paras, donc dans mon esprit dans l'armée de terre, à l'école des sous-officiers de l'armée de terre. Mais ça a marché, donc j'ai été recruté pour être navigateur, donc un métier que j'ai découvert à ce moment-là, puisque je ne connaissais pas forcément ça. Et donc l'armée de l'air avait des besoins là-dedans, et donc j'ai été recruté pour être navigateur. C'est celui qui est en place arrière sur un avion de chasse ou qui est un peu en retrait dans un avion de transport. J'ai fait la formation, ça s'est très bien passé. J'ai été dans la chasse, j'ai été breveté, donc je suis devenu officier. Donc le premier grade d'officier qui est celui d'aspirant, qu'on obtient quand on obtient ce qu'on appelle le macaron, c'est-à-dire le brevet à l'école d'aviation de chasse. Après ça, j'ai été affecté en escadron de chasse sur Mirage 2000D, comme navigateur officier système d'armes. Donc celui qui gère la navigation, le système d'armement et puis tout ce qui est tactique et moyen terme dans la mission.
Donc j'étais tout jeune dans un escadron de chasse et en fait, il y a eu un jour un échange avec, le CPA-10. Donc c'était un petit exercice, sur, le guidage des frappes puisque, une des expertises du CPA-10, c'est le guidage des frappes de l'aviation de chasse et puis en contrepartie, nous, on a fait, des séances de tir avec les gars, du CPA-10 et j'ai découvert cette unité, qui n'était pas du tout connue à l'époque, qui est encore peu connue, mais qui l'était encore moins à l'époque. Et en fait, j'ai eu comme un espèce de coup de foudre professionnel et j'ai dit: «En fait, moi, c'est ça que je veux faire». Je voulais faire de l'OPS. La chasse, c'est un moyen de faire de l'OPS, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus terrain, sachant qu'au départ, j'étais pas un passionné d'aviation. C'était vraiment le côté opérationnel qui m'avait attiré. Et donc j'ai demandé un changement de spécialité, à l'armée de l'air, puisque, le métier qu'on fait dans l'armée de l'air s'appelle une spécialité, pour basculer, il fallait que je change de spécialité. Donc l'armée de l'air m'a laissé ma chance, après, beaucoup de discussions parce que, être, personnel navigant, ça représente quand même un gros investissement en termes de formation et donc ça a été assez délicat, mais finalement, j'ai obtenu ça et j'ai rejoint, l'été suivant, une promotion d'élève, officier, fusilier commando et j'ai suivi le cursus de formation, des fusiliers commandos de l'air qui durait un an, avec, tous les stages de, formation d'infanterie, brevet parachutiste, centre national d'entraînement commando, et puis les stages après, plus commando et à la fin de cette année, j'ai passé les sélections, pour aller au CPA-10 et j'étais retenu. Donc j'ai eu la possibilité d'arriver directement, tout jeune lieutenant puisque, donc j'étais passé sous-lieutenant entre-temps et je suis passé lieutenant, en arrivant au CPA-10, pendant le stage Beluga qui est le stage de formation interne au CPA-10. Donc une fois qu'on est sélectionné, on fait ce stage qui dure, 5 mois, et qui est, l'équivalent des stages, qui peuvent exister dans les autres armées, chez les forces spéciales, que ce soit commando marine ou armée de terre et voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré dans l'armée et que je suis par la suite allé, au CPA-10. Le stage Beluga, c'est comme tous ces stages commando, donc c'est un peu les histoires qu'on entend souvent, parce que, ils sont assez similaires dans leur nature. Donc, en fait, bon, c'est difficile. Évidemment, on ne sait pas du tout, ce qu'on va faire le lendemain ou même, dans les heures qui suivent. On est en permanence dans l'inconnu. Donc ça, c'est un des aspects, difficiles. Ça nous met un peu dans une espèce d'inconfort, psychologique, mais en même temps, c'est formateur. Et puis, il y a l'aspect, rustique, de mise à l'épreuve, que ce soit physique ou mentale, par exemple. Je me souviens juste après la semaine de sélection, heu, ils nous ont rassemblés, en lisière d'une forêt, donc à la tombée de la nuit. Ils nous ont répartis par 3, on était en trinôme. Ils nous ont donné une photocopie d'une carte avec et puis des coordonnées. Voilà et donc ils nous ont dit: «Bah, voilà, vous allez, sur les coordonnées» et puis on partait, chacun de notre côté, à des intervalles et donc on regarde avec, mes deux collègues, on regarde, je plotte les coordonnées sur la carte et on était en lisière de la forêt. Je regarde et c'était 17 kilomètres dans l'axe à travers champs. Donc on part et en fait, on était au milieu des champs de betteraves et la récolte n'avait pas encore eu lieu et donc il y avait des demi-betteraves comme ça qui, sortaient de terre à intervalles réguliers. Ce qui fait que c'était l'enfer de marcher, là-dessus et on ne pouvait pas emprunter les chemins parce qu'il y avait les instructeurs qui tournaient en véhicule et qui nous cherchaient et on ne devait pas se faire voir. Et donc on est parti comme ça 17 kilomètres à travers, les champs de betteraves à marcher comme ça un peu comme on pouvait. Et en fait ça c'était le premier point de rendez-vous et à chaque point de rendez-vous, on était renvoyé vers un autre point de rendez-vous. Et donc on a marché toute la nuit comme ça, on a fait, il y avait plus de 40 kilomètres comme ça, à travers les champs de betteraves pour arriver, dans une forêt où il y a des champs de tir et où on devait commencer la journée d'entraînement. Voilà, ça c'était la première nuit, du stage après les sélections. Et
Donc c'était vraiment un petit test, petit test mental et puis pour nous fatiguer, pour nous mettre en condition avant de commencer la formation. Parce que pendant ces stages-là, on dort très peu, les activités s'enchaînent et en fait, il faut être capable de restituer sous fatigue tout ce qui nous est enseigné. Et plus le stage progresse, moins l'accent est mis sur ces côtés rustiques, test mental, et plus l'accent est mis sur la technicité des savoir-faire. Et donc, quand je dis qu'on dort presque pas, ça veut dire que les journées, elles commencent très tôt le matin vers 7 h, elles se finissent à 1 ou 2 h du mat. Et ça, c'est quand il n'y a pas d'exercice de nuit. Et en fait, 2-3 fois par semaine, il y a des exercices qui prennent toute la nuit. Donc voilà, au final, on ne dort pas beaucoup. On enchaîne des activités, en général, c'est assez physique. Et donc, ça permet de faire le tri, on va dire, dans les gens qui se présentent. Et voilà, c'est le concept de tout bon stage commando qui se respecte. Alors moi, ma première émission, c'était 6 mois après le stage Beluga. Alors pendant le stage Beluga, on a une phase en milieu désertique qui se passe à Djibouti. Donc on fait une projection d'un mois à l'étranger. Mais c'est pas une mission réelle, ça fait partie du stage. En revanche, ma première vraie mission, c'était en Afghanistan. Donc 6 mois après le stage Beluga, le temps d'intégrer mon groupe, de faire quelques formations individuelles complémentaires. L'Afghanistan, c'était un peu le théâtre d'opération de l'époque. C'était en 2006. Et voilà, bon, l'Afghanistan, c'est un peu le mythe du guerrier, parce que c'est un pays qui a connu la guerre en continu pendant 2 siècles. Et c'est des paysages époustouflants, c'est une ambiance. Donc comme entrée en matière, c'était pas mal. Et donc on était déployés à l'époque, il n'y avait que les forces spéciales à ce moment-là qui étaient en Afghanistan, il n'y avait pas encore l'armée conventionnelle. Et on était dans la région de Jalalabad, donc c'est dans l'est de l'Afghanistan, pas loin de la frontière avec le Pakistan. Donc on a passé 5 mois là-bas. C'était formateur, quoi. C'était vraiment la concrétisation de toute la formation qu'on a pu faire avant, et la découverte aussi du travail en interarmée, parce que le COS, c'est interarmée, et donc il y a toujours des marins, des terriens, des aviateurs. On est mélangés et on travaille ensemble sous les ordres d'un état-major commun qui est constitué d'officiers des 3 armées. Et donc ça a été la découverte des camarades des autres armées, puisqu'il y avait, donc on était 2 groupes du CPA-10, il y avait 2 groupes de commando marine, 2 groupes du 1er PMA et 3 équipes de recherche du 13e RDP. C'était super de ce point de vue-là de découvrir, d'apprendre à connaître nos camarades des autres armées. Cette mission qu'on faisait en Afghanistan, c'était la Task Force Ares. Ça a été un peu le creuset de cette découverte mutuelle des différentes unités qui jusque-là avaient travaillé un peu chacune de leur côté. Et depuis cette époque-là, on a vraiment pris l'habitude de tous travailler ensemble. Ce qui me vient à l'esprit en Afghanistan, c'est déjà les paysages dont j'ai déjà parlé, parce qu'on faisait des missions dans des montagnes immenses. Je me souviens d'une mission, on était déposé en Chinook, donc c'est un énorme hélicoptère américain avec 2 rotors. On était déposé tout un détachement, donc on était 3 groupes donc sous les ordres d'un capitaine, et on était déposé à 3000 mètres d'altitude sur un espèce de plateau au milieu des sommets qui montaient à plus de 4000 mètres. Et on partait en autonomie pendant une semaine à traquer les résidus d'Al-Qaïda et des talibans dans les montagnes afghanes. Donc là, c'était dans les montagnes de Tora Bora, donc c'était un lieu mythique parce que c'est là que historiquement Oussama Ben Laden s'était installé, avait son QG. Donc c'était plus le cas à l'époque, mais voilà, c'était un lieu mythique, et il y avait encore évidemment des groupes qui s'abritaient dans ces montagnes. Et là ce qui est marquant, c'est l'immensité des paysages, c'est le fait de tomber sur des villages complètement reculés qui vivent coupés du monde, qui vivent comme au Moyen-Âge finalement. Et
Et ça dans une ambiance où en fait, on s'attend à tomber sur l'ennemi en permanence, mais il y a une espèce de frustration qui s'installe parce que nous, on ne le trouve pas. En fait, c'est lui qui nous trouve. Et ça, c'est vraiment le truc qui était marquant en Afghanistan par rapport aux missions que j'ai pu faire par la suite. C'est que en Afghanistan, le combat était décidé par l'adversaire. C'était pas nous, ou un peu sur la fin, mais la plupart du temps, en fait, c'était lui qui décidait du lieu et du moment de l'affrontement. Donc c'était essentiellement, en fait, on tombait dans des embuscades, quoi. On tombait dans des embuscades ou alors ils attaquaient nos petits camps parce qu'on avait en général une base principale et puis de temps en temps on était déployés sur des petits camps, des espèces de fortins et on se faisait régulièrement attaquer. Donc on avait un espèce de fortin qui était une ferme, en fait c'était une ferme fortifiée puisque là-bas, comme en Afghanistan, la vie est assez rude et il y a toujours eu des bandes armées. Même les fermes sont parfois en fait des petits forts. Et donc on s'était installé dans une ferme comme ça, qui faisait 50 mètres de côté environ. Donc c'était vraiment un petit fortin qui était sur un petit plateau entre deux vallées. Et donc on se faisait régulièrement attaquer sur ce fortin. Donc ça pouvait être simplement tirer des roquettes. Ils se mettaient sur des montagnes alentours, puis tiraient des roquettes au jugé. Des fois ça touchait, des fois ça touchait pas. Mais aussi ils venaient carrément, ils montaient à l'assaut du fortin. Donc ils s'approchaient la nuit, discrètement, et puis ils commençaient à tirer une fois qu'ils étaient pas loin. Et donc une fois, moi j'étais pas de garde, puisqu'on tournait pour prendre la garde. Moi j'étais pas de garde cette nuit-là. Et je me souviens, je suis réveillé par l'alerte. Et quand je me lève, je suis en train de m'équiper, j'entends déjà les tirs. Et effectivement, donc on monte sur les positions de tir au niveau des murs. Et en fait, il y avait les gars qui étaient à environ 200 mètres du mur et puis qui nous tiraient dessus. Principalement sur la tour de garde parce qu'on avait une mitrailleuse lourde, ce qu'on appelle une 12-7, qui était en batterie. Mais voilà, donc c'était des assauts comme ça. Donc ce jour-là, on a échangé des tirs. Je suis à peu près, on est même absolument certain d'en avoir touché quelques-uns parce qu'on a trouvé des traces de sang le lendemain. Il n'y avait plus personne quand on était allé voir, c'est-à-dire qu'ils avaient enlevé leurs blessés ou leurs morts, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais c'est comme ça, on les affrontait mais sans vraiment les voir. Même quand ils nous attaquaient comme ça, parce que c'est la nuit, c'est à 200 mètres. À l'époque, en plus, on avait des jumelles de vision nocturne qui n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Et donc, c'était un adversaire qui était fantomatique. On ne le voyait jamais droit dans les yeux, à part quand on capturait un mec qu'on pensait être un taliban ou un proxy des talibans. Mais dans les affrontements, on ne les voyait pas. Enfin, on les voyait, on les apercevait. Et ça pouvait être des attaques comme ça sur les fortins, ça pouvait être des embuscades aussi, comme je disais. Par exemple, quand on faisait ces patrouilles dans les montagnes, ça veut dire qu'ils arrivaient sur des positions évidemment favorables. Ils étaient cachés dans la végétation, dans les rochers. Et donc, c'était très fugace, on les devinait, on ripostait, on manœuvrait. On ne peut pas dire qu'on les voyait vraiment, quoi. Et de ce point de vue-là, c'était assez frustrant. J'ai évoqué le fortin. Alors même déjà la base principale, c'est sûr qu'en fait tout le mobilier c'était nous qui l'avions construit, hein. On prenait des planches, des trucs, nos lits, nos armoires, c'était des planches clouées, etc. Parce on récupérait des bâtiments vides comme ça et puis on fabriquait des cloisons, on fabriquait des lits. Donc ça c'est la base du FS qui est déployé en opération, hein. C'est tout le temps de la démerde, de bricoler des trucs pour améliorer le quotidien. Et après, encore plus dans les fortins, dans celui dont je parlais là, en fait on vivait dans une espèce de pièce, un bâtiment en briques avec de la terre battue. On avait nos lits picots, donc c'est les lits de camp, des fils tendus pour accrocher nos vêtements, des clous au mur pour les équipements, et puis voilà. Et puis on vivait comme ça, et c'était pas trop mal parce que moi dans mon groupe, j'avais pas de gros ronfleurs. Donc de ce point de vue-là, ça allait. D'autres fois en opération, j'ai eu des mecs qui étaient des vrais gros ronfleurs. Ça peut vite pourrir l'ambiance.
Mais là, sur cette mission-là, c'était pas le cas. Pareil pour les douches, on devait sortir en fait de la ferme et aller dans un espèce de préfabriqué qui avait été posé à l'extérieur de la ferme. Et l'eau n'était pas chauffée, donc on est arrivé en été, on est reparti en plein hiver, et je me souviens d'avoir pris des... je pensais pas que de l'eau pouvait être aussi froide que ça. C'est-à-dire que tu prends ta douche et en fait, tu as l'impression que l'eau, c'est des aiguilles qui rentrent dans ta peau tellement elle est froide. Je pense qu'elle était vraiment à peine au-dessus de zéro. Parce que l'hiver, il fait vraiment très froid en Afghanistan. Et donc, après, ça fait des souvenirs, puis ça permet de relativiser pas mal de choses. Et puis, on avait aussi la bouffe, c'est important. Et du coup, après, il y a tout un système de troc qui se met en place parce que là-bas, il y avait des Américains. Donc, eux, ils ont leurs rations, nous, on a les nôtres. Leurs rations ne sont pas spécialement meilleures que les nôtres, sont même moins bonnes d'ailleurs. Mais en fait, rien que pour changer, on aimait bien échanger avec eux pour récupérer leurs rations parce que ça permettait juste de casser la routine. Et puis on avait, au début on n'avait pas, puis après on a commencé à emmener un des cuistots du camp quand on partait sur le fortin. Parce que comme ça de temps en temps, alors pas à chaque repas, mais de temps en temps ils nous préparaient des trucs avec des conserves, ça changeait le quotidien. Et lors d'une des... alors c'était pas lors d'une des attaques, mais comme je le disais, les talibans de temps en temps ils balançaient des roquettes sur ce fortin. Et souvent ça passait au-dessus, donc on les entendait siffler, on les voyait, puis elles explosaient plus loin, à quelques centaines de mètres, etc. Mais une ou deux fois, elles sont tombées dans le camp, et une fois, il y en a une qui a tapé au pied d'une tour, puisqu'il y avait deux tours aux angles du fortin. Elle a tapé en plein dans le mur au pied de la tour, et c'est là qu'il y avait la réserve de bouffe. Et le cuistot vivait dans la réserve de bouffe, c'est là qu'il dormait. Parce enfin voilà, c'était assez rustique, on logeait chacun comme on pouvait. Et donc lui, il était au milieu de sa réserve de bouffe. Et donc là, donc c'est pareil, c'est la nuit, il y a une immense explosion, parce que là, ça tape vraiment dans le camp, dans le fortin qui était tout petit. Et donc il y a de la poussière, etc. On arrive. Et là, moi j'étais, cette nuit-là, c'est pareil, je dormais, c'était pas une de mes nuits de garde. Donc quand j'arrive, il y avait déjà du monde qui était arrivé sur place. Et tout de suite, j'ai entendu des éclats de rire, donc j'ai compris que tout allait bien. Et en fait, le cuistot a été sauvé par son congélateur. C'est-à-dire que la roquette était arrivée dans le mur, et derrière le mur, il y avait le congélateur. Et puisqu'on avait quand même un groupe électrogène, donc on avait de l'électricité, et il y avait le congélateur. Et donc en fait, c'est le congélateur qui a absorbé ce qui restait de la roquette après le mur, et les éclats et l'onde de choc. Et le cuistot, qui était quelques mètres derrière, a été sauvé grâce à son congèle. Donc lui, je pense qu'il s'en souvient encore aujourd'hui. La population locale, en Afghanistan, elle a un mode de vie qui est vraiment très très éloigné du nôtre. C'est des gens qui sont en tout cas dans les villages reculés, hein, je ne parle pas de Kaboul, mais dès qu'on va dans les campagnes, ils vivent un peu comme au Moyen-Âge. C'est pas pour dénigrer, mais en fait, faut se dire qu'ils ont un niveau de rusticité et de mode de vie qui est vraiment rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans nos sociétés. Et c'était toujours assez particulier d'aller dans les villages, parce qu'on faisait beaucoup de patrouilles, où on allait parler aux chefs de village, on faisait du renseignement de contact. Et donc là, on arrivait vraiment dans un univers très différent. Déjà, toutes les femmes, elles étaient en burqa. Et quand on arrivait en marchant dans un village, quand on croisait des femmes, en fait, à notre approche, les femmes se tournaient face au mur le temps de notre passage. Donc déjà, on ne pouvait pas les voir du fait de leur burqa, mais même elles n'avaient pas le droit de nous regarder. Et donc, elles se mettaient face au mur le temps qu'on passe à côté d'elles. Donc c'était vraiment une ambiance particulière. Mais à côté de ça, on était très bien reçus en général par les chefs de village, parce qu'il y avait le Pashtunwali, c'est les règles coutumières afghanes, et parmi celles-ci, il y a l'hospitalité pour le visiteur, et donc on bénéficiait de cette hospitalité, et à chaque fois qu'on arrivait quelque part, on buvait du thé, on nous servait des petits trucs à manger, des pois chiches, les choses qu'ils mangent. Et donc c'était
c'était assez intéressant de découvrir un peu cette culture de manière vraiment directe. Et d'ailleurs, je me souviens d'une fois, il y avait un des chefs de village donc chez qui on faisait une patrouille, dont je me souviens encore aujourd'hui parce que c'était le sosie de Robert De Niro. Il faut imaginer Robert De Niro avec une barbe bien noire, là, un pakol, le chapeau traditionnel afghan, et habillé évidemment à l'afghane, dans son village, qui nous accueille, avec qui on discute, etc. Et donc je me suis retrouvé en train de faire, avec un interprète évidemment, j'avais un interprète, en train de faire du renseignement auprès d'un espèce de Robert De Niro afghan qui était assis à côté de moi en train de fumer des pétards, parce qu'en plus là-bas il fume du cannabis de manière assez commune. D'ailleurs, dans les montagnes de Tora Bora, on a vu des hectares et des hectares de champs de cannabis. On a marché au milieu des plants de cannabis. Parce que bon, on connaît le pavot, il y a beaucoup de pavots en Afghanistan, mais il y a aussi pas mal de cannabis qui est plutôt destiné, je pense, à la consommation locale, alors que le pavot sert plus au commerce de l'opium et de l'héroïne. Et donc ça, c'était assez rigolo. Et une fois aussi, alors là, c'était près de notre zone de patrouille principale. Là, c'était carrément une réunion des chefs de village et du chef de district. Et là, ils nous avaient invités à un vrai repas. Donc c'était le repas traditionnel. Donc on était tous assis par terre avec les plats au milieu. Et puis donc chacun se sert dans les plats avec les mains, puisque c'est comme ça, c'est la coutume. Et donc c'est essentiellement des plats à base de mouton, de riz, de pois chiches, des choses comme ça. Et puis on pioche dedans, soit avec la main, soit on prend une espèce de crêpes, le pain traditionnel afghan, qui est une espèce de galette plate. Puis on met des choses dedans et on mange comme ça. Et donc j'étais pas tout seul, il y était plusieurs chefs de groupe, et puis le capitaine qui commandait le détachement. Et puis voilà, il y avait ces autorités-là. Et donc on était en train de manger comme ça. Et là, je vois un gars d'écart, un ancien, un vieil Afghan, donc c'est toujours difficile de savoir quel âge ils ont, mais bon, il était bien buriné, avec une barbe bien blanche. Et je le vois en train, donc il était assis en tailleur, et je le vois qui se gratte sous les pieds et qui s'enlève des croûtes qu'il avait sous ses pieds, qui étaient assez dégueulasses, faut le dire. Et du coup, pendant tout le reste du repas, j'étais obnubilé, je regardais où est-ce qu'il mettait ses doigts pour pas me servir au même endroit dans les plats. Parce que, voilà, bon, j'ai rien dit, j'ai fait comme si de rien n'était, j'en ai parlé à personne, mais quand je me servais, je regardais, ok, il s'est servi là, moi je vais me servir là, parce que je voulais surtout pas me retrouver au même endroit de mettre mes doigts au même endroit que lui. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Saillant, je suis ancien commando marine. Et je suis Guillaume Malcani, ancien officier de l'armée de terre. Et tous les deux, nous faisons partie de l'association Vétérans de France qui œuvre à pérenniser la mémoire militaire française. Et pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. Votre soutien est crucial pour nous, donc merci beaucoup pour votre soutien et surtout, bonne vidéo. Sur le mandat, malheureusement, on avait eu 2 morts. Un camarade du CPA 10, Parker, et un commando marine qui sont tombés sur une embuscade. Ben, c'était pas mon groupe, c'était l'autre groupe du CPA 10, donc j'étais pas présent quand ça arrivait. Mais oui, on avait eu ces 2 morts, et forcément, première mission, l'Afghanistan, 2 morts, ça concrétise tout de suite tout ce qui touche au sens de l'engagement, au risque du métier, etc. Donc là-dessus, c'était... quand je disais que ce premier engagement était formateur, c'était vraiment sous tous ces aspects, quoi. Parce que, découverte d'un pays très exotique, avec une mythologie guerrière autour de ce pays, premier engagement au feu, des camarades qui tombent. Donc voilà, c'était vraiment, de ce point de vue-là, c'était marquant. J'ai eu personnellement très très chaud une fois, alors plus après coup que sur le moment, parce que j'ai pas vraiment réalisé, mais c'était on était en véhicule en fait, on quittait
le petit camp sur lequel on était déployé, on rentrait vers la base principale. Et donc on roulait de nuit, donc on partait la nuit et mon groupe fermait la rame. On était les derniers véhicules, moi j'étais dans l'avant-dernier véhicule. Et donc on roule comme ça, et pendant qu'on roule au bord de la route, d'un coup il y a une explosion, mais c'est-à-dire que c'était vraiment, je sais pas, à 1 mètre de moi, une explosion, comme si c'était comme une grenade, comme quand on fait des entraînements, qu'on balance des grenades, les grenades offensives, euh, même type d'explosion. Donc là je me dis, mince, on a fait tomber une grenade, qu'est-ce qui se passe, etc. Je regarde, bah non, on a toutes nos grenades, il n'y a rien. Mon adjoint qui était dans le véhicule de devant me contacte à la radio, me dit qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je dis écoute, je comprends pas, il y a une explosion, et puis rien, voilà. Ok, je rends compte au capitaine qui commandait le convoi. Lui décide de poursuivre la route, puisque tout allait bien, il n'y avait pas de blessés, rien. Et en fait, donc on est rentré au camp, voilà, on est passé à autre chose. Et le lendemain, j'ai appris par le centre opération que, parce comme on avait quand même prévenu les gars qui nous avaient remplacés dans le Fortin, eux, c'était à quelques kilomètres du Fortin, enfin je dis quelques kilomètres, peut-être 2 ou 3 kilomètres, donc pas loin du tout. Donc eux, ils étaient allés faire une patrouille et regarder s'ils trouvaient quelque chose. Et effectivement, en fait, sur le bord de la route, il y avait ce qu'on appelle un IED, donc c'est un engin explosif improvisé en bon français. C'est la technique employée très régulièrement par les insurgés pour combattre du faible au fort, et donc que les armées occidentales ont découvert en Afghanistan. Et donc en fait il y avait une grosse charge explosive qui était, c'est fait à base d'engrais. Les engrais, ils fabriquent des grosses charges explosives, et en fait cette charge était placée sur le bord de la route et était prévue d'exploser a priori sur notre passage. Et en fait, il n'y a que le détonateur, la charge primaire, c'est-à-dire la petite charge explosive qui est censée déclencher la charge principale, qui avait explosé. Et donc en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est que la charge primaire a explosé, mais pas la charge secondaire. Et donc, vu le volume d'explosifs qu'il y avait, sachant qu'on était en P4 à l'époque, donc c'est des petits 4x4 militaires complètement ouverts, donc ça donne des vues partout autour, c'est très bien pour tourner les armes, mais on n'a aucune protection. Et donc si ça avait explosé, en gros, alors moi évidemment parce que j'étais du côté de la charge, mais même mes 2 camarades, celui qui était derrière la mitrailleuse et le conducteur, je pense qu'on y passait tous les 3. Et là, voilà, petit signal divin, c'était pas ton jour. Donc après coup, je me souviens qu'on avait appris ça, que mon adjoint était devenu livide quand on avait appris la nouvelle. Et ouais, on a bien arrosé ça le soir, parce qu'on était assez contents d'être vivants, quoi. Et je suis retourné en Afghanistan plusieurs fois. J'ai fait 4 missions en Afghanistan. Donc cette première-là, une autre où on formait les commandos de l'armée afghane, et puis après on les accompagnait en mission. Donc on était parmi les premiers Français à reconnaître les vallées de Kapisa, Tagab, tout ça, avant qu'il y ait l'armée française conventionnelle et la Task Force Lafayette qui s'installe là-bas. J'ai fait une mission où on apportait notre expertise en appui aérien à l'armée de terre qui commençait à faire des missions là-bas. C'était les premières missions de l'armée de terre, ce qui s'appelait les OMLT, c'est-à-dire c'était du mentoring aussi de l'armée afghane. Et ils n'avaient pas encore les expertises dans certains domaines, et donc on avait été déployés pour les aider de ce point de vue-là. Et je suis allé une dernière fois en Afghanistan, en Kapisa, dans le détachement de force spéciale qui était intégré à la Task Force Lafayette, et qui avait été mis en place suite au kidnapping des deux journalistes en Afghanistan, Georges Malbruno et l'autre, dont je ne me souviens plus du nom. Et là, on commençait à faire du ciblage. C'est-à-dire que là, on commençait à chercher avec des drones, alors pas français, américains, mais avec des drones, avec du renseignement, à chercher les chefs de groupe insurgés et à faire des missions pour essayer de les capturer ou de les neutraliser. Donc c'était vraiment les prémices. Et ça,
ça s'est vraiment développé à la fin de l'ALGA, et ce qui fait que quand on a commencé à faire des missions au Sahel, en fait, c'était un processus qui commençait à être bien compris par le COS et par les forces spéciales françaises. On avait vraiment acquis une maturité dans la lutte contre terroristes, on va dire plutôt contre-insurgés. Et donc après, moi j'ai pu du coup vivre pleinement ça au Sahel, parce que là vraiment on avait un outil extrêmement efficace. Et donc c'était vraiment l'aboutissement de la lutte CT au niveau des FS, quoi. Et les souvenirs marquants sur ces différents déploiements en Afghanistan, c'est vraiment voilà, des engagements, des échanges de feu dans les campagnes, les guidages de frappe aérienne. Parce que sur mon premier déploiement, moi j'ai la qualification pour guider les frappes aériennes, ce qu'on appelle JTAC, Joint Terminal Air Controller, pardon. Et j'ai guidé ce qu'on appelle des show of force, c'est-à-dire des démonstrations de force, des passages d'avion pour dissuader l'adversaire. Donc ça, je l'ai fait pendant le premier déploiement. Ça nous a permis une ou deux fois de prendre l'ascendant lors d'embuscades, mais pas de frappe. Et donc c'est pendant les déploiements suivants que j'ai pu guider des frappes d'avions américains essentiellement, même de drones. J'ai aussi guidé le fameux C-130 Gunship. Alors celui-là, j'ai pas pu le faire tirer, il n'y a pas eu l'occasion. C'est dommage parce que c'est un sacré engin. Et voilà, ça fait des souvenirs assez sympas, surtout que je pense qu'il y a une sélection particulière dans les équipages de gunship pour avoir des gens qui ont une voix d'espèce de robot tueur Terminator. Le mec à la radio, il parle super grave comme ça, et lentement. Enfin, on a l'impression qu'ils sont sélectionnés pour ça, quoi. C'est vraiment, ça fait partie du mythe du gunship. Le C-130 Gunship, c'est un gros avion de transport, c'est le C-130 Hercule, et sur lequel, donc ils l'ont modifié, et sur lequel ils ont installé des canons d'artillerie qui sortent de la carlingue sur le côté, et en fait ils cerclent comme ça autour de la zone de combat, et quand ils tirent, donc c'est des canons d'artillerie qui balancent des obus sur la zone, et qui en gros qui nettoie tout sur une zone, comme l'artillerie pendant la guerre de 14 depuis les tranchées, sauf que là c'est un avion qui embarque les canons, donc c'est assez spectaculaire. Quand on a la qualification de JTAC, même si c'est pas un métier, c'est une qualification, mais en fait quand on a ce rôle-là, on est un peu dans certaines situations, on est un peu le sauveur, c'est-à-dire le gars vers qui tout le monde se tourne parce que ça merde et qu'il faut sortir de la situation. Donc ça met une saine pression. Et en fait, souvent on travaillait avec donc, des avions américains, donc tout se faisait en anglais, avec des mecs qui ont des accents texans de la mort. Et donc ça veut dire qu'on est sous le stress. En général, c'est qu'on est sous le feu, donc ça tire à côté, et il faut dérouler sa procédure en anglais pour s'assurer que le mec, dans son avion, trouve la bonne position, celle de l'ennemi, et surtout pas la nôtre, pour tirer sa bombe. Donc bon, il y a des procédures, il y a des techniques de description, de confirmation. Et une fois que c'est fait, on dit à tout le monde baisser la tête, et puis ça tombe. Et là, en général, ça calme les feux en face, tout se détend, et tout le monde est content. Donc c'est, il y a un côté très grosse pression, et puis après une grosse satisfaction d'avoir pu régler la situation grâce à cette compétence. Donc nous, c'est surtout pendant la mission où on formait les commandos de l'armée afghane. Donc c'est une mission qu'on faisait avec les forces spéciales de l'US Army. Donc il y avait un groupe de forces spéciales américaines, un groupe de chez nous. Donc là, en fait, on alternait avec les commandos de marine et le premier PIMA. Donc on faisait un détachement, après on était relevé par les commandos de marine qui étaient relevés par le premier PIMA, et ça tournait comme ça.
et on était jumelés avec les forces spéciales de l'US Army. Et donc on formait ces commandos de l'armée afghane, donc l'élite de l'armée nationale afghane, et après on les accompagnait en mission, comme j'ai dit, et là il y avait vraiment un choc des cultures, parce que chez les Afghans, il y a une énorme dimension fataliste. C'est-à-dire que c'était extrêmement compliqué de leur faire comprendre qu'il fallait planifier, préparer les missions, parce qu'en gros, leur philosophie, c'était de toute façon, tout a déjà été décidé par Allah, et si Allah a décidé qu'on va gagner, que ça va bien se passer, bah, il n'y a rien à faire. Et si Allah a décidé qu'on va perdre et qu'on va mourir, bon, bah, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc en fait, c'était un combat permanent pour les faire évoluer là-dessus. Et c'était un peu une cause perdue, honnêtement, parce que on change pas les gens comme ça. On change pas leur vision du monde comme ça. Et donc de ce point de vue-là, en fait, il fallait qu'on prenne beaucoup les choses en main. Et puis après, il y a toutes les petites traditions un peu plus dérangeantes pour nous, parce que donc c'est une société où on se marie quand on a une situation. Et donc il y a en attendant, en fait, il y a la tradition du giron, en fait. C'est dans tous les groupes de l'armée afghane, il y a un petit jeune, le plus jeune, qui se maquille et qui danse pour distraire les autres. Et en gros, c'est la femme du groupe, et qu'il le veuille ou non, c'est son rôle. Donc ça, c'est vraiment un truc. C'est pas de l'homosexualité. C'est une tradition qui fait que le jeune, que ce soit son goût ou pas, c'est la femme des autres, quoi. Un autre truc aussi qui était assez particulier, c'est que en Afghanistan, il y a quand même un énorme goût du kitsch. Et donc d'ailleurs, tous les camions là-bas sont tous ultra décorés. Il y a des petites décorations de partout. On appelait ça des jingle trucks, parce que ça faisait bling bling quand ils roulaient, parce qu'il y avait des petites cloches accrochées et puis plein de décorations. Et donc ça se traduisait aussi dans l'armée, avec les mecs qui décoraient leurs fusils, leurs armes, leurs équipements, avec des rubans brillants, multicolores, tout ce qu'on veut, ce qui fait que c'est absolument contraire à l'habitude militaire de se camoufler et se cacher, parce que ça rend les trucs hyper voyants. Et donc ça, c'est pareil, c'était encore un choc culturel de ce point de vue-là qui était assez rigolo. Mais ça, pour le coup, chez les gars que nous, on entraînait, ça, on n'avait plus le changer. Autant leur fatalisme était très ancré, autant le fait d'apprendre à camoufler un peu leur matériel, ils avaient fini par le comprendre. C'était un peu décousu quand il y avait des missions. Donc, alors, on prenait nos précautions, on se dispersait pour les accompagner de manière assez proche sur les opérations, mais il y avait toujours un mec qui partait. En fait, des fois, une fois, on avait perdu un mec pendant 2 jours, on ne savait pas où il était. Et puis des fois aussi, sur des entraînements, même sur des entraînements de nuit, on perdait les mecs, parce que le mec, il partait, alors qu'on leur avait fourni des jumelles de vision nocturne. Donc ils étaient quand même bien équipés. C'était les commandos de l'armée afghane, donc ils avaient des jumelles de vision nocturne. Et des fois, ils partaient dans une direction, et on a même eu des accidents assez graves avec des gars qui tombaient dans des trous. Donc l'Afghanistan, voilà, c'est une période de ma carrière. C'était quand j'étais chef de groupe. Donc c'était vraiment l'engagement à cette époque-là. Et après, donc quand je suis passé capitaine, je suis devenu officier opération, donc chef de mission. Ça coïncidait avec les débuts des missions au Sahel. On fait une petite pause dans la vidéo, j'ai une annonce très importante à vous faire. Le 11 novembre prochain, avec l'association, nous organisons le V-Day. C'est un live Twitch et YouTube sur lequel vous pouvez tous nous retrouver. Il y aura plein d'invités incroyables, des cadeaux géniaux. On va passer un super moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour le V-Day le 11 novembre sur nos chaînes Twitch et YouTube. Bonne vidéo. Bon, le Sahel, c'est la mission Sabre. C'est ce qui était marquant dans cette mission, c'est le degré d'aboutissement de la chaîne de ciblage qui avait été mis en place, et la performance de l'outil force spéciale qui était déployé là-bas.
On a vraiment atteint un niveau d'excédence, je pense, qui était difficile à surpasser et qui était d'ailleurs très observé par les forces spéciales, les autres forces spéciales occidentales. On avait notamment des insérés du JSOC, c'est-à-dire l'élite des forces spéciales américaines, qui était avec nous et qui était assez impressionné par ce qu'on arrivait à faire avec finalement beaucoup moins de moyens qu'eux. Mais ça marchait vraiment très très bien. Cette chaîne de ciblage, sans trop rentrer dans les détails pour pas dévoiler de secrets, en gros c'était un travail de renseignement qui était basé sur de la recherche humaine, donc avec des sources, aussi bien directement par les forces spéciales que par les services secrets, et de la recherche plus technique avec les drones avec leurs caméras, leur système d'interception qui quadrillaient les zones de recherche et qui nous permettaient de repérer nos cibles. Donc, en fait, il y avait ça en permanence, il y avait ce qu'on appelle une manœuvre de recherche en permanence pour essayer de trouver les têtes de chaîne de Al-Qaïda au Maghreb islamique et des autres organisations qui existaient dans la région et qui existent toujours malheureusement. Et une fois qu'une cible était localisée, ça déclenchait une mission action et la machine action se mettait en route, on planifiait et on partait. Donc quand je dis on planifiait, ça pouvait être 1 heure et 1 heure plus tard, on était dans l'avion ou dans les hélicos pour aller taper sur la cible qui avait été localisée, donc soit pour faire une capture, soit pour neutraliser un groupe adverse, soit pour aller libérer des otages. Et donc ce qu'on appelle le time sensitive target en bon français, c'est-à-dire le fait d'agir en réaction dès qu'une fenêtre d'opportunité s'ouvrait. Et là-dessus, on avait un système qui était extrêmement bien rodé. Et donc moi, sur la TF Sabre, j'ai fait 4 mandats, donc 3 en tant que chef de mission et puis 1 au centre opération. Donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal de missions. On faisait vraiment ce qui était extrêmement satisfaisant en tant qu'opérateur force spéciale, c'est qu'on mettait en œuvre tout le panel de nos savoir-faire. On faisait des reconnaissances dans la profondeur en patrouille motorisée pendant des jours, voire des semaines. On faisait des missions d'assaut héliportées, donc ce qu'on appelle un assaut vertical, on est déposé directement au contact de l'adversaire, et on faisait des missions avec des mises en place discrètes en chute, donc en faisant ce qu'on appelle des infiltrations sous voile. On était largué à distance, on dérivait donc de nuit, hein. Toutes les opérations la plupart des opérations se font de nuit, des fois c'est de jour parce que il n'y a pas le choix, c'est le créneau pour choper la cible. Et des missions avec des mises en place on plane, donc des infiltrations sous voile, on est largué, on plane en parachute pour arriver pas très loin de la position de l'ennemi, et puis au final on s'approche en discrétion pour pouvoir faire une capture ou une intervention qui demande de la subtilité. On avait été déclenché pour aller reconnaître une position qui était un campement de ce qu'on pensait être un campement d'un groupe armé terroriste. Et donc, décision est prise de se mettre en place en chute, de manière à avoir le plus de discrétion possible dans notre approche. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, il y a cette manœuvre de recherche qui aboutit, comme je le disais, à repérer une cible. Et à partir de ce moment-là, choisissent un chef de mission et il me confie la mission. Donc là, moi, je prends la mission, on devait aller reconnaître ce campement. Donc, à partir de là, on rassemble les commandants de bord, hélicoptères, avions, les chefs de groupe, on discute de la manœuvre. Là, on prend la décision d'y aller en chute, c'est validé par les chefs, et donc on se prépare. Et donc, à partir de là, nous, on a un travail à faire pour préparer la mission en elle-même, mais aussi la mise en place. Et là, on fait un calcul, ce qu'on appelle un calcul de vent, parce que quand on est mis en place de cette manière-là, on va dériver sous voile, c'est-à-dire qu'on va voler avec nos ailes de manière à parcourir le maximum de distance en planant
et pour rejoindre la zone d'atterrissage. Et donc en fait, à partir de la position de la cible, on cherche une zone de posée qui soit pas trop loin, qui soit suffisamment dégagée pour qu'on puisse atterrir en parachute de nuit, et qui ne soit pas à proximité d'un village ou de quelqu'un qui pourrait nous détecter. Et donc une fois qu'on a fait ça, on remonte encore en arrière, on se dit comment on arrive là en planant, et donc là on prend en compte le vent dominant, et on fait un calcul qui nous permet de dire à partir de ce vent-là et de cette position-là, je dois être largué à cet endroit-là. Et donc on choisit l'endroit, l'axe de largage sur lequel on va être largué par l'avion. Ça, on le communique à l'équipage de l'avion pour leur dire, ben voilà, vous allez nous larguer à cet endroit-là, à partir de ce point, vous ouvrez, on saute, et à partir de ce point-là, c'est fini, vous refermez la soute. Et donc, il y a ce travail de préparation qui est fait par les experts du groupe, parce que c'est un truc, en tant que shooter opérationnel, on sait tous faire ça, mais c'est toujours, on se répartit toujours les rôles dans un groupe, et donc il y a ce qu'on appelle les leaders para qui préparent cette phase-là, qui est extrêmement importante sur ce type de mission, même si ça n'est que la mise en place, c'est quelque chose qui est très, très sensible. Donc on prépare la mission, on part à l'avion, et là, donc, on s'équipe. Donc, pour faire ce genre de mission, on a un parachute, donc on a une aile. C'est le même type d'aile qu'on peut voir dans tout ce qui est parachutisme sportif. Quand les gens vont faire des sauts en tandem dans un paraclub, c'est un peu le même genre de voile, c'est-à-dire des voiles, des ailes rectangulaires de taille assez importante, parce que on a tout notre équipement, donc on est lourd et il faut des ailes qui puissent porter tout ça. Et donc, on s'équipe de ce parachute qui pèse pas loin de 30 kg, et d'un système de navigation dans lequel on a enregistré la trace qu'on doit suivre pendant notre infiltration sous voile. On a également un compas, donc c'est une boussole qui nous permet de suivre le cap. Et on a la gaine. Donc la gaine, c'est un espèce de gros sac dans lequel on va mettre tout notre équipement tactique. Donc ça va être le gilet, l'arme qui est accrochée sur le dessus pour qu'on puisse y accéder rapidement, sachant qu'on a le pistolet automatique sur nous, et les radios, des packs d'eau, enfin voilà, tout ce dont on a besoin sur l'opération. Donc on prépare tout ce matériel-là, on embarque dans l'avion, et après donc on décolle, il fait nuit, on vole, et puis là il y a un temps d'attente qui correspond au temps de vol pour aller jusqu'à la zone de largage. Donc là c'est le moment pendant lequel on cogite un peu, on se revoit, on se refait toutes les phases de la mission. Si on a oublié de dire quelque chose, on en profite pour le rappeler à tous les mecs. Et puis voilà, on imagine, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et donc quand on est dans la soute comme ça, avant le saut, il y a tout un tas d'émotions contradictoires qui se déclenchent dans l'esprit. Il y a l'excitation parce qu'on sait qu'on va faire un saut en opération, et ça c'est quand même un aboutissement pour un opérateur force spéciale shooter. C'est quelque chose qu'on fait finalement assez peu de fois dans une carrière, donc il y a cette excitation, il y a l'angoisse liée à tout ce qui peut ne pas bien se passer, parce que les canons conformes sur ce type de mise en place sont assez nombreux, vraiment du début à la fin. Alors c'est l'angoisse à son niveau individuel, de dire est-ce que ça va bien se passer, je ne vais pas faire une faute qui va entraîner un accident et remettre en jeu le déroulement de la mission. Et puis il y a l'angoisse collective, de dire ouais, est-ce que j'ai pas un mec qui va avoir un problème sous voile et qui va pas pouvoir rejoindre la zone de posée. Et donc forcément ça veut dire que d'entrée on a un canon conforme avec le groupe qui est incomplet. Et puis il y a après le fait de dire ok, il y a ça et puis il y a tout ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire qu'il y a cette phase très sensible, mais en fait finalement la mission n'a pas encore vraiment commencé une fois qu'on est... la mission elle commence une fois qu'on est au sol et qu'on va sur l'objectif. Donc il y a tout ça qui est dans la tête, on se refait tout le film, et puis on dit ok, s'il se passe ça, je fais ça, etc. On revoit un peu tout ce raisonnement tactique sur ce qu'on a envisagé, ce qu'on appelle les conduites à tenir face à un problème. Et puis donc c'est comme ça jusqu'à ce que la lumière s'allume et qu'on nous dise levez-vous, équipez-vous. Donc là on se lève, on accroche la gaine. Donc là il faut se dire qu'on est super lourd parce que
On a donc le parachute qui fait 30 kg, on a le matériel, en gros on a, en fonction des individus et de ce qu'on emporte, on a entre 60 et 80 kg sur le dos quand on est dans la soute. Donc une fois qu'on est debout, qu'on est équipé comme ça, on n'attend qu'une chose, c'est de tomber de l'avion parce que on est lourd, on est engoncé en plus dans tout cet équipement, c'est pas très confortable, pour marcher avec la gaine c'est un peu pénible. Mais donc là c'est la phase où on dit voilà, laissez-moi sortir, je veux tomber et partir en chute. Et donc la soute s'ouvre et là donc c'était un saut, c'est dans le désert, il fait nuit, et donc la nuit dans le désert c'est la vraie nuit. Il y a pas une lumière parasite, donc en fait quand la soute s'ouvre, derrière c'est noir, enfin, il n'y a vraiment rien quoi, c'est le noir. Et donc on y va, donc on est largué à 4000 mètres quand on fait ça. Donc là on est en place, la soute est ouverte, il fait noir, et puis on attend la petite lumière verte qui nous dit que c'est parti. Et donc quand la lumière verte arrive, voilà, ça y est, donc moi j'étais pas en premier, donc j'étais en milieu de stick à peu près. Et là donc on voit les gars qui disparaissent les uns derrière les autres, on dit bah ça y est, c'est parti. Je vais enfin faire ça en vrai. Et donc on avance avec notre gaine, et puis on se met au bord de la soute, et là c'est la délivrance, le moment voilà, qu'on attendait, qu'on a fait plein de fois à l'entraînement, mais là c'est pour de vrai quoi. La chute est assez courte parce que le but c'est d'ouvrir le parachute haut pour aller le plus loin possible. Donc en gros c'est juste le temps de prendre de la vitesse. Donc là en fait on est en train de tomber sans rien voir parce qu'on est vraiment dans un noir total. Et puis donc arrivé, une fois qu'on sent qu'on a pris la vitesse, qu'on a le vent relatif, on ouvre le parachute, on fait ses vérifications, et là on se retrouve sous l'aile, et on part en dérive sous voile. Donc il s'agit de prendre le cap qui était prévu, et de rejoindre la trace pour faire cette navigation qui dure environ 20 minutes, où on glisse en fait dans le ciel tout seul. Parce qu'en fait, on est une vingtaine, il y a tous les autres qui sont autour, mais on voit personne, on sait pas où est-ce qu'ils sont. Et c'est seulement quand on arrive vraiment sur la fin et que les traces se rejoignent, qu'on commence à apercevoir un ou deux autres dériveurs. Et encore seulement quand on met les jumelles de vision nocturne, parce que donc, sans jumelles on voit évidemment rien, mais au début, même avec les jumelles de vision nocturne, on ne voit pas les autres, parce qu'en fait ils sont loin. Parce que quand on tombe de l'avion avance vite, et donc même si on tombe à 3 secondes d'intervalle, on est séparé par plusieurs centaines de mètres. Et donc on est vraiment tout seul, c'est vraiment un moment solitaire. Voilà, on est dans le ciel, on dérive, il fait noir, on voit rien, on suit son cap, on rejoint sa trace, mais on est vraiment seul. Et donc c'est un espèce de moment un peu suspendu, parce que c'est très calme, on a juste le bruit de la voile qui glisse dans le ciel, il n'y a rien qui vient perturber ça, on est là, on plane quoi. Et donc après on arrive quand on arrive au sol, alors là déjà c'est un peu cascade, parce qu'en fait quand on se pose avec une aile, il y a une certaine vitesse horizontale, et quand on se pose, on doit freiner son aile de manière à arriver à se poser en douceur. Le problème dans une mise en place de nuit tactique sans aucune lumière à l'arrivée, c'est qu'on ne voit pas arriver le sol. Donc en fait, comme on ne voit pas arriver le sol, on ne peut pas vraiment freiner la voile, parce que si on freine complètement la voile trop haut, on la fait décrocher, c'est-à-dire qu'elle perd sa portance, et donc là on tombe. Donc on ne peut pas faire ça, et du coup on freine à moitié, ce qui fait qu'on garde quand même une certaine vitesse, et donc on arrive au sol, ça impacte, et on traîne sur quelques mètres. Donc il y a cette phase qui est un peu sensible, il y a toujours la peur d'avoir un gars qui va se blesser. C'est arrivé sur certaines opérations d'avoir des gars qui se blessent à l'atterrissage, parce que voilà, on impacte la planète assez fort, même si c'est des ailes. Mais là en l'occurrence, tout était conforme sur ce premier SOOPS, on avait tout le monde qui était arrivé sur zone, il n'y a pas eu de blessés, etc. Donc c'était assez idéal pour ça. Et donc là on passe en phase de réarticulation. Donc on sort son matériel de la gaine, on s'équipe,
on met les parachutes de côté, on les rassemble dans un endroit qu'on plotte au GPS pour pouvoir venir les récupérer plus tard, puisque c'est du matériel rare et coûteux. Et donc il est hors de question de l'abandonner. Donc on pourrait le faire si c'était vraiment nécessaire, mais quand on peut le faire, on vient toujours le récupérer après la fin de la mission. Et là, donc après, on commence l'infiltration pédestre, donc on marche en discrétion pour aller jusqu'à l'objectif, qui est à une certaine distance de la zone de posée, et puis pour pouvoir l'aborder de manière classique, de manière tactique, sur une phase de reconnaissance. Et donc sur cette mission-là, il y avait un gars qui était réveillé, un terreau qui était réveillé, les autres dormaient. Et donc on arrive et on était 2 groupes, hein. Il y avait un groupe de commando marine et un groupe de l'unité du CPA-10. Et donc sur cette mission-là, il y a là où mon groupe, le groupe du CPA-10 va, donc il chope les gars dans leur sommeil. Donc là en fait, il faut imaginer, le mec, il est sur son campement, il est en train de dormir. Et en fait, il se fait secouer. Et là, en fait, il y a des opérateurs FS français qui le réveillent, qui lui font une clé de bras, qui l'attachent, et ça y est, les prisonniers. Donc ça doit être une sensation assez sympa pour eux, je pense. Mais de l'autre côté, là où il y avait le groupe de commando marine, un des gars était réveillé, comme je l'ai dit, ce qui fait que quand ils se sont approchés, ils n'ont pas pu avoir une discrétion parfaite, et le gars a voulu leur tirer dessus, donc ils l'ont neutralisé, et ça a réveillé l'autre. Il y avait un autre gars à ce moment-là, mais ils ont pu s'emparer de lui avant qu'il ait le temps de vraiment réagir. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait, on pensait qu'il y avait d'autres terroristes pas loin, et en fait c'était pas des terroristes, c'était des otages. C'était des otages du pays, donc des otages maliens. On ne savait pas qu'ils étaient là, et en fait, ils se sont mis à crier on est des gentils, on est des gentils. Et en fait, voilà, donc c'est des gens qui ont eu beaucoup de chance. Déjà qu'il n'y ait pas une espèce d'échange de feu général à distance qui fasse qu'on ne puisse pas les distinguer des autres, et puis qu'on arrive et qu'on les trouve. Quand on a fini de la phase tactique de la mission, on fait ce qu'on appelle l'exploitation de site. On rassemble tout le matériel, on le répertorie, on interroge les prisonniers, et on voit tout ce qu'on peut tirer de la situation en termes de renseignements, et surtout on rassemble tout ce qui va être ramené, notamment les supports numériques, les armes, tout ce qui peut être exploité par la chaîne de renseignement pour trouver des informations qui vont nous mener vers de prochaines missions. Donc on fait ça systématiquement après chaque mission. Donc là on était en train de faire ça, et là il y a des gars qui arrivent en moto. Donc ça nous est signalé. Et donc je mets une équipe face à ces motos qui arrivent, qui revenaient sur le campement. Donc en fait c'était des terreaux qui revenaient sur leur campement, qui devaient être partis ailleurs, ou qui le rejoignaient, on ne savait pas trop. Et donc là en fait, quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas qu'on était là. Ils arrivent avec leur moto, et en fait les gars de mon groupe les interceptent au moment où ils arrivent sur le camp. Et donc il y avait 2 mecs sur la moto, un qui conduisait, puis un qui était derrière lui en passager. Et donc quand les gars les interpellent, ils sont à 5 mètres, et donc ils disent armée française, rendez-vous, enfin le truc classique. Et en fait, au moment où les gars disent ça, le gars qui était derrière, qui avait une Kalachnikov, donc un fusil d'assaut sur le côté, lève immédiatement son arme et tire en même temps une rafale en direction des gars. Donc là, derrière, un échange de feu. Il y a un des gars, malheureusement, qui a un incident de tir. Bon, c'est pas grave, il y a tout de suite le relais qui est pris. Ce qui fait que le conducteur de la moto est tout de suite neutralisé, mais l'autre, il est blessé, mais il part en courant. Et donc là, les gars le courent après, et finalement, ils réussiront à le neutraliser quelques dizaines de mètres plus loin. Et après que le gars ait pris, plusieurs, je sais pas combien de balles il avait pris, mais il en avait pris un paquet.
Et donc de toute façon, dès les premières balles, il était condamné à mort parce que la blessure était mortelle. Mais en fait, avec l'adrénaline, le gars continuait à courir et à tirer alors qu'il était déjà mourant. Il a fallu pour qu'il s'arrête vraiment un paquet de balles. Et donc en fait, sur le premier tir qu'il avait fait, en fait, on s'en est rendu compte après, quand les choses se sont tassées. Il y a un des gars qui avait pris une balle en plein dans le ventre et qui s'en était même pas rendu compte. Parce qu'en fait, donc, on a les porte-plaques avec les plaques balistiques. Et en fait, la balle était arrivée en plein milieu des plaques balistiques. Elle avait traversé deux chargeurs donc les chargeurs sont portés sur le gilet devant les plaques balistiques. Elle avait traversé deux chargeurs avant de finir dans la plaque. Et il avait pas vraiment senti, quoi. Alors peut-être un peu dans le feu de l'action, parce que je pense que ça doit taper quand même assez fort. Alors, moi, j'en ai jamais pris, mais bon, ça doit taper un peu. Mais dans le feu de l'action, il l'a même pas senti. Et il s'en est rendu compte après, en mettant un coup de lumière pour vérifier son équipement, qu'il y avait un chargeur en chou-fleur sur le ventre. Alors il y avait Cyril Chabot, sur ce déploiement, c'était mon radio. Mais sur cette mission-là, je l'avais laissé parce qu'on était avec le groupe, c'était son groupe d'appartenance, et je l'avais laissé prendre le rôle de tireur d'élite avec son groupe sur cette mission-là. Donc lui, il était posté en tireur d'élite. Ouais. Donc il y a des missions où on arrive discrètement comme ça, puis il y a des missions où, pour le coup, les conditions ou l'urgence font que on est obligé d'y aller directement. Donc ça veut dire qu'on se fait poser en hélicoptère à proximité. Donc proximité, c'est 200 mètres, quelque chose comme ça, de jour ou de nuit. Mais dans tous les cas, quand on arrive en hélico sur une cible, c'est pas du tout la même chose, parce que les hélicoptères sont extrêmement bruyants, donc on les entend venir de très loin. Ça veut dire que quand on arrive en hélico comme ça, on est attendu. Donc là, ça change complètement le mode de combat, parce que au lieu de surprendre l'adversaire, là en fait on arrive et à peine on sort de l'hélico, les mecs sont déjà en train de nous tirer dessus. En tout cas, s'ils ont choisi d'engager le combat, parce qu'il y a des cas où ils se rendent, hein, ça c'est arrivé pas mal de fois, mais quand ils choisissent de ne pas se rendre, là le combat est déjà engagé au moment où on se pose. Et donc là, c'est une approche qui est complètement différente, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la manœuvre de ce qu'on appelle en langage militaire la réduction de résistance isolée, c'est-à-dire qu'on doit neutraliser cet ennemi qui est en train de nous engager en manœuvrant. Et là, c'est vraiment les savoir-faire techniques individuels des opérateurs et leur habitude à manœuvrer ensemble de manière coordonnée qui font la différence. Ça, et puis quand même les moyens technologiques, parce que nous, on a des jumelles, quand il fait nuit, parce que nous, on a des jumelles de vision nocturne, donc c'est quand même beaucoup mieux la nuit, mais ça peut aussi arriver de jour. Et ça, pour le coup, j'ai eu plusieurs opérations de cette nature. C'est le type d'opération qu'on faisait quand même assez régulièrement dans le cadre de la mission Sabre. Et notamment, ma première vraie mission, c'était un engagement de ce type-là. C'était un assaut héliporté sur un groupe ennemi, un groupe armé terroriste qui était en train de se déplacer en pick-up, mais qui s'était arrêté pour stationner. C'était certainement pour faire une pause ou un bivouac au moment où on est arrivé. Parce que quand on avait décollé, ils étaient en train de rouler, mais là il y avait plus de 2 heures de vol pour rejoindre la zone où ils étaient. Et entre-temps, ils s'étaient arrêtés. Et donc quand on arrive, avant qu'on arrive, le drone nous annonce voilà, ils sont arrêtés. Donc là déjà, arrivant en hélico, avec le bruit, etc., ça casse la discrétion. Mais alors si en plus ils sont arrêtés, là c'est encore plus compliqué, parce que ils vont mieux nous entendre. C'est plus facile pour eux d'avoir accès à leurs armes que quand ils sont en train de rouler. Des fois, ils peuvent avoir les armes dans la benne, pas forcément sous la main. Donc là, c'est vraiment les conditions les pires possibles. Et en plus, on avait qu'un Tigre, on n'avait pas de tireur d'élite embarqué pour faire du tir discriminant à proximité, ce qui fait qu'on pouvait être appuyé que s'il y avait un peu de distance avec eux. Et donc là, on est arrivé, effectivement, à peine débarqué, on est sous le feu.
Donc là, on profite du nuage de poussière soulevé par l'hélico, le nuage de sable pour se décaler et de sortir de l'axe de tir en fait. Ce qui fait qu'une fois que les hélicos avaient redécollé, en fait, ils ne savaient plus trop où on était. Donc c'était devenu un peu plus confortable. Et donc après, on a pu manœuvrer pour les approcher et les contourner. Mais bon, ça marche jusqu'à un moment. Quand on finit par arriver à une certaine distance, là, ils nous voient à nouveau, parce qu'ils sont quand même très acclimatés à la nuit du désert, donc ils voient assez bien. Et là, donc, on repart dans de l'affrontement, fantassin classique, quoi. On fixe et on manœuvre pour contourner. Et là, en plus, la difficulté, c'est qu'il y avait le Tigre, comme ça arrive malheureusement souvent, qui a un petit incident technique, donc ils ne pouvaient pas tirer avec leur canon. Ça s'est résolu pendant l'affrontement, ce qui fait qu'à un moment où il y avait, parce qu'ils étaient sur plusieurs positions avec leur véhicule, en fait, ils se cachaient derrière leur pick-up pour s'abriter de nos tirs. Et il y en a un qui avait sorti un lance-roquette. Et là, heureusement, ils avaient eu le temps de tirer une roquette pas très loin de notre position, donc ça avait vous avez un peu soufflé. Et heureusement, à ce moment-là, le Tigre avait retrouvé son canon, donc il avait pu le neutraliser immédiatement. Donc le mec, il avait tiré qu'une roquette, il n'en a pas tiré de deuxième. Et voilà. Et donc là, en fait, tout ça va très vite parce que entre le moment où on débarque et le moment où l'affrontement est fini, il se passe, je sais pas, 10-15 minutes. Hein, donc c'est des affrontements vraiment éclairs. Mais après, il y a des dangers aussi auxquels on ne pense pas. Typiquement, sur ce coup-là, comme le Tigre avait tiré, il avait mis le feu. Ces obus avaient mis le feu à un des véhicules. Et en fait, ces gars-là transportaient énormément de munitions et d'armes dans leur benne. Et donc, quand le pick-up a brûlé, ça fait brûler cette cargaison de munitions. Et là, c'était un feu d'artifice. Donc là, ça partait dans toutes les directions, des roquettes, des balles, pendant peut-être une demi-heure, 40 minutes, quoi. Et donc là, en fait, une fois que c'était calme, moi, j'avais choisi d'attendre pour exploiter. On était allé se mettre à l'abri derrière un petit mouvement de terrain parce qu'on ne pouvait pas rester à proximité. Ça partait dans tous les sens, on ne savait pas. Et puis ça aurait été trop con de perdre quelqu'un sur une balle perdue alors qu'on venait de sortir d'un affrontement sans aucune perte. Alors, je ne vais pas revenir sur les affrontements ou les captures, parce que c'est un peu tout le temps la même chose, qui se sont répétées des tas de fois. Alors, il y a aussi des fois où en fait, c'est très calme parce qu'on arrive et en fait, rien que l'affichage de notre force fait que les gars comprennent qu'ils n'ont pas gagné et en fait, ils se rendent. Donc, des fois, on arrive, il n'y a pas de combat, on capture les mecs qu'on est venu capturer et puis on repart avec eux. Mais en termes d'anecdotes, je me souviens d'une fois où donc on avait mené un assaut 2 jours. Et là, il n'y avait que deux terreaux, mais il y en avait un qui était vraiment une cible qu'on cherchait particulièrement. Et donc celui-là avait décidé d'engager le combat, même s'il était tout seul. L'autre s'était rendu. Enfin, il s'est rendu après, mais lui, il a plutôt essayé de fuir et puis il s'est rendu après. Mais la cible principale, le chef terroriste, qui était un gars assez important, lui avait décidé de combattre. Donc évidemment, il avait aucune chance contre nous, donc on l'a neutralisé. Et là, ce qui est intéressant sur cette mission-là, c'est qu'on a trouvé sur lui, enfin pas sur lui, mais il les avait cachés à côté dans un buisson, des plans avec des dessins et des trucs écrits en arabe. Et en fait, moi j'avais un de mes gars qui lit, parle couramment l'arabe, et donc il avait interprété sur place les documents, et en fait on s'était rendu compte que c'était des plans d'un attentat qui était programmé sur un sommet de chef d'État dans la capitale, donc à Bamako, quelques jours plus tard. Et donc on a fait remonter cette information, et donc j'imagine, parce qu'on ne connaît pas, enfin nous on fait notre boulot et puis après personne ne nous explique ce qui se passe derrière. Enfin j'imagine qu'il y a eu pas mal de coups de fil et que les services de sécurité du pays ont arrêté un peu tous les protagonistes puisqu'il n'y a pas eu d'attentat. Peut-être aussi le fait qu'on ait neutralisé ce gars-là a vraiment compromis la manœuvre, puisqu'a priori c'était quand même le leader. Donc ça c'était assez sympa parce que là vraiment on a touché du doigt les conséquences directes de notre opération. Et un truc qui était un peu plus
qui était plutôt assez amusant, c'est qu'après, dans l'exploitation, on a fouillé le campement où il logeait, parce que le gars en question faisait une halte dans un petit campement familial, comme ça marche chez les Touaregs au Nord Mali. Et donc là, il y a des femmes et des enfants. Et donc, en l'occurrence, il y avait la femme, une des femmes de la cible, et la mère de sa femme, et puis les enfants. Et donc, en fait, on a passé quelques heures sur place après pour fouiller, surtout que le prisonnier nous vendait beaucoup de choses. Il balançait pas mal d'infos, qui, pour la plupart, se sont révélées fausses. Mais en fait, il devait penser qu'en nous balançant des trucs, il préservait sa vie, ou enfin, je sais pas ce qu'il imaginait. Et du coup, on a beaucoup fouillé les alentours parce qu'on s'attendait à trouver les choses que lui nous promettait. Donc on a passé vraiment des heures sur place, la nuit était tombée, etc. Et en fait, les femmes du campement venaient nous voir, nous proposer à boire, nous proposer à manger. C'était très... En fait, on venait de tuer finalement leur mari et gendre. Et en fait, on a l'impression qu'elles en avaient absolument rien à faire. Et elles étaient extrêmement accueillantes et cordiales avec nous. Alors, il vivait pas là, le gars. C'est-à-dire qu'il passait une fois tous les 36 du mois en faisant une halte, et c'était une de ses femmes. Donc je pense que la relation était quand même assez limitée. Voire même, elle était peut-être pas très appréciée. Mais donc c'était assez, voilà, c'était assez cocasse de se retrouver. Enfin voilà, c'est des situations improbables qu'on rencontre en opération, une espèce de décalage complet entre ce que nous on imagine avec notre vision du monde et la manière dont ça se passe dans certaines autres cultures. On était parti sur une reconnaissance comme ça dans l'extrême nord du pays qui avait duré une semaine. Ça avait bien commencé parce que moins de 24 heures après qu'on ait quitté le camp, qu'on ait commencé la reconnaissance, en fait on s'était installé en espèce de point de contrôle, embuscade sur un axe de passage. Et là, en fait, il y a un pick-up qui arrive sur la position. Et donc, on allume les spots et on dit, voilà, armée française. Et là, en fait, le pick-up fonce. Il essaie d'ailleurs de foncer sur les mecs qui réussissent à écarter à temps. Et il fonce. Donc là, on est parti en poursuite. Donc c'était une espèce de course-poursuite, un peu Los Angeles dans le désert, où on poursuit le pick-up avec nos véhicules tactiques. Donc moi, évidemment, j'étais un peu en retrait. J'avais un véhicule surtout qui les collait. Et là, en fait, à force de faire des tirs à la mitrailleuse de cloisonnement pour les obliger à s'arrêter, le pick-up a fini par s'arrêter. Et il y a trois gars qui ont débarqué et qui ont engagé le feu avec leur fusil d'assaut, donc leur Kalachnikov. Et donc là, ils ont été... alors, il y en a un qui a disparu. Il a réussi à fuir. Alors, c'était une nuit vraiment sombre. Hein. C'est une nuit vraiment à niveau 5, donc c'est les nuits les plus sombres. On ne voyait vraiment rien sans les moyens de vision nocturne. Et donc, il y en a 2 qui ont été neutralisés et un qui a disparu. Et on l'a cherché pendant un moment parce qu'en plus, c'était assez inconfortable. Parce que ça veut dire qu'on était sur une position, il faisait nuit et on savait qu'il y avait un terreau qui était à proximité, qui s'était enfui, mais on ne savait pas où il était. Donc, on a passé beaucoup de temps à le chercher, mais on ne l'a jamais trouvé. Donc on pense qu'il était vraiment parti, qu'il n'est pas resté à proximité. Et donc sur l'un des gars qui était dans ce pick-up, qui ont été neutralisés, en fait c'était un des lieutenants du principal chef terroriste de la zone et même du pays. Et donc on était tombé sur lui comme ça, complètement par hasard. Donc ça avait commencé comme ça. Et après, donc, on était reparti, après avoir cherché le 3e homme, et puis ils m'ont fait cette phase d'exploitation du site. On était parti poursuivre notre reconnaissance, qui devait durer une semaine. Et donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On allait
C'était du renseignement de contact. Sur le retour, en fait, là, on avait un renseignement qui nous disait que les groupes armés terroristes voulaient se venger de nous et voulaient nous tendre une embuscade. Donc là, nous, instinct du chasseur, on se frotte les mains, on dit bah, vous allez voir, c'est nous qui allons vous avoir. Et du coup, on a fait tout un tas de manœuvres de contre-embuscade, on faisait des faux campements sur lesquels on se décalait la nuit après pour pouvoir prendre sur le fait les gars qui viendraient attaquer notre campement. Voilà, tout ce genre de choses, mais bon, rien. Et donc finalement arrive le moment où on se rapproche de la base et donc on rentrait sur le camp. Et pareil, donc là on savait qu'il y avait ce risque d'embuscade, donc on faisait différentes manœuvres pour que les groupes armés terroristes ne puissent pas savoir quel chemin on allait emprunter pour rentrer, de manière à ce qu'ils ne puissent pas nous y surprendre. Et malgré ça, en fait, on est en train de rentrer, on est à quelques heures de la base avancée, et là, en fait, notre véhicule de tête, il y a une explosion sous notre véhicule de tête. Il est soulevé du sol à plusieurs mètres de hauteur. C'est vraiment une boule de feu avec le 4x4 qui est soulevé de terre comme ça et qui retombe. Et donc, il était 2 véhicules devant moi. Et là, moi, je vois ça et je me dis, merde, putain, là, j'ai perdu 3 mecs. J'étais dans la tête, là, ça dure un quart de seconde, mais je me fais tout un film, qui putain, j'ai perdu 3 mecs, c'est fini, etc. Et donc, on s'arrête, on applique tous nos gestes de sécurité pour contrer une éventuelle surembuscade qui n'est pas venue. Et puis après, bah voilà, j'envoie d'abord 2 mecs avec le spécialiste en explosifs pour s'assurer qu'en fait ils puissent s'approcher du véhicule en sécurité. Et très vite, mais bon, ça prend presque rien, c'est l'affaire de tout ça, ça prend quelques minutes. Et on arrive sur les gars. Et en fait les 3 mecs étaient vivants, mais ils étaient blessés. Et donc à partir de là, on a appliqué les procédures. Moi, j'étais avec Cyril, c'était mon radio. Donc c'est lui qui fait les messages de ce qu'on appelle la MEDEVAC, la procédure d'évacuation de blessés. Et on avait donc un médecin et un infirmier avec nous qui ont pris en charge les blessés. Et puis on les a brancardés. On les a brancardés jusqu'à une zone pour pouvoir les extraire en hélicoptère. Donc tout ça, c'est allé assez vite puisque 30 minutes après l'explosion, ils étaient évacués en hélico. Donc pour ça, on était évidemment impactés, mais on était assez fiers d'avoir finalement réagi de la meilleure manière, d'avoir pu les évacuer dans les meilleures conditions le plus vite possible. Avec l'équipe d'évacuation, l'équipe médicale d'évacuation dira plus tard que c'était vraiment les conditions idéales pour eux pour réceptionner les blessés. Et malheureusement, sur ces 3 blessés, il y a un Giraud, donc un unité qui est mort 1 mois plus tard à l'hôpital à Paris, parce qu'ils avaient été évacués, ce qu'on appelle une stratévac, donc une évacuation stratégique vers la France. Donc les 3 blessés, ils ont été soignés à Percy, à l'hôpital militaire de Percy. Et malheureusement, Giraud, qui avait été gravement touché en bas des jambes et qui avait d'ailleurs assez rapidement été amputé, il a eu une infection qui n'a pas réussi à arrêter et il est décédé 1 mois plus tard. Donc nous on était toujours là-bas, donc on l'a appris sur place. Et ça a été vraiment un coup dur parce que on est persuadé qu'ils étaient sortis d'affaire, quoi. Et là, alors déjà il y avait eu des annonces comme quoi il amputait plus haut, donc ça déjà c'était difficile. Et voilà, et plus les semaines passaient, plus ça donnait et puis un jour, voilà, on dit c'est fini, quoi. Donc ça c'était vraiment dur. Les deux, Giraud était conducteur du véhicule et celui qui était à côté de lui, Ralph,
Ils avaient été principalement... Donc en fait, la voiture avait été soulevée, la voiture avait quand même beaucoup absorbé l'explosion, ce qui fait qu'eux, ils avaient eu l'impact principal dans leurs jambes. Et donc Ralph, lui, il a eu de la chance, il a eu un pied de mine et on a cru qu'il serait peut-être amputé d'un pied et finalement il a pu se remettre, même s'il avait perdu ses aptitudes. Et Giro, lui, il a pris le plus gros de l'impact, c'est-à-dire que l'explosif devait être de son côté. Et ce qui fait qu'il a été assez rapidement amputé. Et Nitro, le gars qui était derrière la mitrailleuse, lui, il a eu de multiples contusions au niveau de la face, au niveau de la dentition, parce qu'il a percuté la mitrailleuse avec sa mâchoire. Et puis il y a des ondes de choc qui sont remontées dans ses bras aussi. Donc il avait eu des têtes de contusions, des problèmes de dos, donc il avait des problèmes un peu partout, mais pas Et puis dans le crâne aussi, il a eu beaucoup de problèmes derrière au niveau de son sommeil, etc. Mais en fait, il n'y avait finalement rien de mortel. Et ce qui a malheureusement tué Giro, c'est l'infection, c'est souvent le cas d'ailleurs quand il y a des amputés, c'est le risque principal. Et en général, une amputation, elle se fait en plusieurs fois parce qu'il y a toujours une infection qui s'installe. D'ailleurs, c'est ce que raconte Cyril, qui a vécu ça lui plus tard ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, c'était trop violent, quoi. On a fini le mandat. On est rentré plus tôt, quelques jours plus tôt que prévu, pour pouvoir assister aux obsèques de Giro, mais on a terminé le mandat, on tenait à finir la mission. Mais oui, le groupe a été très fortement impacté, il a mis longtemps à s'en relever. Et donc après, j'étais engagé aussi au Levant face à l'État islamique. Donc suite aux attentats de Paris en 2015, on avait pour mission de contribuer en appuyant les forces locales à la destruction de l'État islamique. Et donc on était engagé sur le front aux côtés de ses partenaires et on faisait des missions, voilà, d'accompagnement, d'appui, voilà, de destruction. Et donc ça c'est une mission qui était particulièrement satisfaisante parce qu'on affrontait un ennemi qui était vraiment qui incarnait une forme de mal, en fait, d'une certaine manière, et puis qui nous avait frappé sur le territoire national. Et donc ça, c'est une mission dont je tire une grande satisfaction. Et là, on était confronté à des menaces encore d'une toute autre nature. Notamment, il y avait ce qu'on appelle des VBUED, donc c'est des véhicules chargés d'explosifs qui étaient bricolés un peu à la Mad Max avec des plaques de blindage sur l'avant, de manière à ce qu'on puisse pas à ce qu'ils puissent encaisser les tirs, et qui fonçaient sur les positions, sur nos positions et sur celles de nos partenaires pour venir se faire exploser. Et donc notamment une fois, on avait un véhicule comme ça qui fonçait sur notre petit... on était donc près de la ligne de front, dans une espèce de petit... un compound, un petit truc, et donc on a un véhicule comme ça qui fonce sur nous. Heureusement, on était prêts, on savait qu'il y avait ce risque qui existait, donc en fait, un de mes hommes a pris le lance-missile, puis il l'a détruit à 200-300 mètres du portail, donc il a été complètement détruit, donc je dis ça, c'était peut-être même un peu plus loin, peut-être 400 mètres. Et donc il a été détruit. Et en même temps qu'il y avait ça, on était aussi attaqué avec du mortier. C'était quand même un ennemi qui était assez organisé et structuré. Et donc il faisait des attaques assez complexes. Et en fait, en même temps, on avait repéré ce qu'on appelle l'observateur d'artillerie, c'est-à-dire le gars qui guidait les frappes de ses copains en arrière avec leur mortier. Et donc en même temps qu'on détruisait le véhicule blindé qui fonçait sur la voiture explosive blindée qui fonçait sur notre portail, on avait neutralisé ce gars-là, c'était un tireur d'élite qu'il avait touché, il était à 1,5 km environ. Donc c'est avec le fusil longue distance.
et qui avait neutralisé cet observateur, ce qui fait que l'attaque s'était complètement arrêtée derrière. Mais on avait eu pas mal de blessés chez les partenaires, donc il y a eu un gros travail de médicalisation derrière. Mais heureusement pas chez nous, on n'avait pas eu de blessés sur cette affaire-là. Si j'étais confronté au choix aujourd'hui de refaire la carrière que j'ai vécue, je recommencerais sans hésitation. Parce que j'ai eu la chance de vivre des aventures extraordinaires d'un point de vue opérationnel, mais surtout d'un point de vue humain. Ce qu'on vit dans les forces spéciales, dans les troupes combattantes, c'est unique. Il y a des relations humaines qui se forgent, qui existent nulle part ailleurs à mon avis. En tout cas, c'est ce que disent tous les gars qui ont quitté l'armée et qui sont ailleurs. Ils disent qu'ils ne retrouvent pas ce qu'ils ont vécu chez nous. Et ça c'est irremplaçable. Si un jeune venait me voir aujourd'hui pour rentrer dans l'armée, pour rentrer dans les forces spéciales, je lui dirais de bien réfléchir, d'être sûr de ce qu'il veut y faire, de ce qu'il en attend. Parce que c'est pas forcément tel qu'on l'imagine et surtout, les choses sont en train de beaucoup changer aujourd'hui. Il y a aussi des groupes d'intervention dans les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, qui valent le coup, à mon avis, de s'engager et qui, aujourd'hui, ont peut-être un rôle plus important encore que les forces armées dans la défense de nos citoyens, de nos compatriotes. Donc je lui dirais de bien regarder les différentes unités, de voir ce que lui il recherche, et une fois qu'il a bien choisi, qu'il sait ce qu'il veut, là je lui dis de foncer. Voilà. Parce que quelle que soit l'unité qu'il choisira, il vivra des choses extraordinaires et surtout une belle aventure humaine.